Ce podcast est soutenu par l'entreprise familiale Léa Nature, fabricant français de produits bio et naturels, expert aussi en plantes dans le domaine de la santé avec les compléments alimentaires Biosens en grande surface et BioPure, expert en phytothérapie accessible à tous en para, pharmacie et magasins bio. Merci infiniment à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Tendresse, fragilité, intimité, lâcher prise, autant de mots que l'on associe rarement à la jante masculine. Pourtant, c'est au cœur de la nature sauvage que 7 hommes vont se mettre à nu, embarqués dans une thérapie de groupe, tous différents, avec le point commun d'être en rupture avec leur quotidien. C'est la solidarité qui va leur permettre de se dépasser, d'aller à la rencontre des autres et d'eux-mêmes. Voici le sujet traité avec finesse et humour dans le dernier film de mon invité, qui a développé ici des thèmes qui la touchent aussi personnellement. Réalisatrice engagée, elle milite pour l'écologie et la place de l'homme dans son environnement naturel et porte ses valeurs autant devant que derrière la caméra avec son tout nouveau film Homme au bord de la crise de nerfs. Alors comment accueillir sa vulnérabilité, comment emprunter un chemin de réconciliation entre hommes et femmes, comment harmoniser nos relations aux autres et à la nature. Alors aujourd'hui nous allons parler de tout cela et bien plus encore avec mon invité du jour que je suis absolument ravie de recevoir, en plus en plein festival de Cannes qui va commencer, un peu de paillettes et de glamour éthique dans Métamorphose. Bonjour à tous et bonjour Audrey Dana, bienvenue dans Métamorphose, je suis évidemment ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Anne. Alors, je souris parce que je suis contente d'être là. Eh oui, moi aussi je suis ravie de te retrouver là. On avait fait déjà un premier podcast ensemble. Cette fois-ci, c'était au sujet de ton livre et qui avait été plébiscité par nos auditrices et nos auditeurs, que je salue bien évidemment au passage. Et je le disais en introduction, ton nouveau film vient de sortir en salle, Homme au bord de la crise de nerfs. Il est produit par Curiosa Film, qui a obtenu, je crois, pas mal de succès ces dernières années, c'est ça ? Oui, absolument. En fait, c'est vraiment une boîte de production qui a la particularité de faire des grands écarts, de produire des comédies, des drames, des films d'époque, des films contemporains. En effet, ils ont tout raflé au César cette année, ou presque, avec Illusion perdue de Xavier Giannoli, une adaptation de Balzac. Un film vraiment magnifique. Donc je suis très heureuse que tu les cites, puisque c'est un grand producteur, Olivier Delbosque, c'est vraiment un grand producteur, et c'est une chance pour moi d'être accompagnée par quelqu'un comme lui. Alors, est-ce que c'était un peu osé d'emprunter l'expression à Almodovar, après son film évidemment aussi bien connu, Femme au bord de la crise de nerfs? Est-ce que les hommes ont maintenant aussi, eux aussi, le droit de faire leur crise de nerfs, cette fameuse, entre parenthèses, hystérie, qui est souvent l'étiquette qui est collée aux femmes finalement? Moi, je pense qu'ils ont tous les droits, et notamment celui de l'hystérie. Et d'ailleurs, s'ils s'en empêchent, elle va finir par jaillir ailleurs, en fait, à un moment sans doute encore moins opportun. Oui, bien sûr, c'était osé de piquer le titre à Almodovar. J'ai pu lui dire, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer une année à Cannes, donc j'ai pu le prévenir. Mais j'avais surtout très envie, en fait, qu'avec ce titre, Homme au bord de la crise de nerfs, on entende femme, on soit obligé de penser à femme. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de briser les frontières. Alors ce film, est-ce que tu as envie de nous en faire le pitch ou tu veux que je le fasse pour toi ? C'est comme tu veux. Alors vas-y. Je dirais que c'est l'histoire de 7 hommes qui sont au bout d'eux-mêmes, arrivés au bout d'un système, et qui vont, pour certains, contraints et forcés par leur entourage, voire piégés, d'autres de leur propre chef, se rendre à une thérapie. 4 jours, c'est très rapide, mais on est dans un monde où tout va très vite, pour essayer de se remettre à l'endroit. Maintenant, ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer, sinon qu'ils ont rendez-vous avec un coach, homme, psychiatre.
Or, ils vont découvrir très vite, je ne spoile rien, que le coach est une femme et qu'elle s'est détournée de la médecine classique. C'est ça. Alors, il y a aussi ces 7 hommes, c'est vraiment une magnifique brochette d'acteurs, hein. Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Laurent de Maison. Stocker de la Comédie Française, François-Xavier de Maison, Ramzy Bedia, que tu as déjà dit, je crois, Pascal Demelon, Marina Hans, Max Bessette de Malglaive, Michael Gregorio. Voilà, alors ces acteurs, je me posais quand même une question, et peut-être ce serait une question de la fin, mais j'avais envie finalement de te la poser au début. Est-ce qu'ils sont sortis transformés de cette expérience, eux-mêmes vécue à travers le film? Et puis, évidemment, on va venir au sujet du film. Oui. Il s'est passé quelque chose sur ce tournage. D'abord, c'est très rare de passer 5 semaines en groupe et dans la nature. Nous avons tourné chaque plan de ce film. Enfin, il y a 1 semaine de tournage à Paris, mais pour la partie collective qui représente 95% du film, nous l'avons tourné dans la nature. On avait beaucoup de backup pluie au cas où. Et puis, le ciel a été plus que clément et donc on a pu tourner toutes nos scènes en extérieur. Donc, 5 semaines à vivre un peu comme dans une colo, dans une zone blanche, sur la Terre des Loups. C'est vrai, c'est la Terre des Loups, le Vercors, l'endroit qu'on a choisi pour comme personnage principal du film. C'est vraiment la nature, le personnage principal. Et puis, c'était le film dans le film, puisque d'abord, ils ont fait toutes les épreuves, mais elles durent beaucoup, beaucoup plus longtemps pour eux, les acteurs, que pour les personnages qui n'apparaissent dans leurs épreuves que quelques minutes au travers du film, alors que nous, c'était des heures et des heures et des heures, 8 heures dans une hutte de sudation, 9 heures enterrées, l'eau de la cascade était gelée, enfin voilà, ils ont vraiment fait les épreuves, et dans le film, puisque j'ai décidé de faire un tournage éco-prod, c'est-à-dire labellisé éco-prod, un tournage où on travaille partout à baisser notre empreinte carbone. Donc, l'alimentation était très différente. On n'avait que des produits locaux, aucun produit industriel sur la table de régie. À la cantine, on a proposé un jour végétalien que 100% de l'équipe a accepté. On a demandé à choisir en amont s'ils voulaient de la viande ou du poisson, combien de fois dans la semaine, pour éviter de tout proposer et du coup d'avoir plus de produits, plus de gaspillage et donc des produits de moins bonne qualité. On avait des toilettes sèches. On a coupé des effets spéciaux pour éviter justement de faire exploser l'empreinte carbone. Donc, c'était le film dans le film, parce qu'il y a plein de ces acteurs qui n'étaient pas habitués à travailler comme ça, et que ça a pu déstabiliser aussi. Bien sûr. D'ailleurs, à un moment donné, ils les cherchent, les toilettes sèches. Dans le film, il n'y en a pas. Dans la vraie vie, il y en avait, mais dans le film, il n'y en a pas. Mais oui. Ouais, on a beaucoup été dans la nature en fait, parce qu'à un moment, l'odeur des toilettes sèches, c'est pas possible. Ouais. Mais c'était une aventure vraiment immersive. Et comme j'ai choisi les acteurs, évidemment pour leur qualité d'acteur, mais surtout pour leur qualité humaine, il y avait une bande merveilleuse, avec une entente merveilleuse, et avec un Thierry Lhermitte, je dois le dire, qui a donné le là, toujours à l'heure, un texte su parfaitement. Et c'est comme si Thierry est à l'heure, connaît son texte, ne se plaint pas malgré la froideur de l'eau, malgré la difficulté de l'épreuve, alors on doit le suivre, on doit se mettre dans ses pas. Donc il y avait vraiment une ambiance incroyable, et on est tous devenus amis. Pas amis comme dans un tournage où on se dit tous, on va se revoir et tout, vraiment amis. On a créé un groupe WhatsApp qui n'arrête jamais d'être nourri, on va tous se voir les uns et les autres au théâtre, on se fait des bouffes encore tous ensemble. On est sortis tous différents de ce tournage, de cette aventure humaine. Et puis, évidemment, on a été bercés, portés par cette nature extraordinaire. En général, les tournages, c'est plus intérieur, ou plus urbain, ou voire même en studio. Et ça peut être très fatigant, rien que toutes les machines, en fait, qui sont là et qui chauffent et qui communiquent par ondes, etc. Là, d'un seul coup, on est dans la nature, on peut respirer, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors oui, justement, Thierry Lhermitte, tu viens de le décrire en dehors du film, alors que c'est son personnage presque inverse qu'il joue, c'est-à-dire un mec plutôt effectivement râleur, qui en a marre et qui n'est pas forcément, qui est une forme de leader, mais un peu à rebrousse-poil, on va dire. Alors
évidemment, c'est une comédie, on l'a dit, et Dieu sait si on a soif de comédie suite à cette crise du Covid que l'on vient de vivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses. On a vu que les dépressions chez les jeunes augmentaient. Et donc, on a besoin de se rire comme une thérapie. Et ça, c'était un point important pour toi, même si ce film a été tourné avant la pandémie. Mais quelque part, il arrive, certainement au bon moment. Cette capacité, ce côté feel-good movie, cette capacité à rire de soi, finalement, elle est peut-être là, la thérapie, Audrey? Ouais, je crois beaucoup à la thérapie par le rire. D'abord, le rire, c'est bon pour la santé. Donc, quel que soit le message que ça porte, ça fait du bien. Ça fait monter l'énergie de joie. Et puis, le rire, c'est communicatif. Donc, c'est vraiment mon langage. J'ai envie de communiquer à travers, en fait, le rire. Et c'est vrai que ce film a été écrit en 2017 et tourné en 2019, donc c'est un film du monde d'avant. Et étonnamment, il ne résonne pas du tout pareil en sortant en 2022 que s'il était sorti en 2020 et qu'il n'y avait pas eu de crise sanitaire. Puisque l'humanité est un peu au bord de la crise de nerfs. Elle l'était déjà, mais peut-être qu'elle était moins consciente. Et aujourd'hui, le fait d'avoir été enfermé, d'avoir été face à soi-même, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, qu'on n'était pas capable, en fait, de même nommer. Et là, on l'a vraiment pris en pleine figure. Il y a eu d'ailleurs énormément de changements de vie, de gens qui ont quitté les villes, qui sont partis dans la nature, qui ont changé de métier, qui ont changé de mari, qui ont changé de femme, qui ont bougé les choses. Cette crise, elle nous a vraiment mises face à ce qui n'allait pas, en fait. Et avant tout, dans sa vie. Alors, tu as écrit ce scénario avec ton amie Claire Barré. Vous avez réalisé pour ça des centaines d'interviews d'hommes, je crois. Chacun de vos personnages masculins repose sur ce que vous avez appelé une neurohormone, c'est ça, dominante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Donc j'ai appris ça grâce à un thérapeute et un chercheur en neurosciences passionnant, qui, en fait, nous ont expliqué qu'on avait cette neurohormone qui caractérisait, en fait, notre personnalité, sachant que chacun a une neurohormone dominante ou quelques neurohormones dominantes et d'autres qui sont en bas régime. En général, pour être un être humain équilibré et heureux, il faut que ces 7 neurohormones soient en équilibre. Donc, celle qui nous parle le moins, c'est justement celle sur lesquelles on a besoin de travailler. Alors, pour donner un exemple, l'ocytocine, on peut être sûr que quelqu'un qui a la neurohormone de l'ocytocine vraiment très active sera dans le soin. C'est souvent les infirmiers, c'est souvent les médecins, c'est souvent les thérapeutes, les gens qui sont dans le prendre soin. Et puis, voilà, l'acétylcholine, ça va être les gens qui organisent beaucoup. Quelqu'un donc qui a des problèmes d'organisation, qui est un peu bordélique dans sa vie, en général, c'est sur cette neurohormone-là qu'il a besoin de travailler. Et il se trouve en fait qu'on peut activer ces neurohormones avec l'autre. Donc il y a un travail qu'on peut faire soi-même, mais si je suis avec quelqu'un qui est extrêmement organisé et que moi je ne le suis pas, forcément, au bout d'un moment, il va déteindre sur moi. Et c'est pour ça que on a créé en fait 7 personnages avec chacun une de ces neurohormones dominantes dans l'idée et l'espoir qu'une harmonie se forme au fur et à mesure malgré eux. Donc en fait, il y a une thérapie qui se fait déjà de par le choix des personnes dans ce groupe. Donc, ils ont de 18 ans à 70 ans, chacun une neurohormone dominante, et on pourrait vraiment penser que tout les oppose. C'est-à-dire qu'à la base, ces 7 mecs, ils n'iraient jamais boire de coups ensemble, ils ne partiraient jamais en vacances ensemble. D'ailleurs, il y en a qui sont à fond dans le développement personnel, d'autres pas du tout. Et donc, ça commence un petit peu d'abord par de la friction, beaucoup incarnée par Thierry Lhermitte, justement, qui est un peu le Jean-Pierre Bacry du film, oui. Le râleur, qui, en fait, évidemment, est quelqu'un
dans une grande souffrance qu'il fait taire et qu'il ne veut absolument pas laisser en fait s'exprimer. Et donc tout va le faire chier. Donc forcément, quand on a lui et puis quelqu'un d'autre qui est venu à ce stage vraiment parce qu'il a envie de grandir et qu'il y a un mec qui est là et qui râle tout le temps et qui juge tout, très vite on peut se dire mince, ça va dégénérer, ils vont pas réussir à avancer. Et il y a un travail qui se fait bien au-delà en fait des épreuves et du travail de la coach, entre d'équilibre, où doucement mais sûrement, en fait, ils vont s'harmoniser jusqu'à créer un groupe. Alors justement, puisque tu parles du groupe, Audrey, du collectif, est-ce que vraiment dans les stages de développement personnel ou les stages thérapeutiques, enfin peu importe leur nom, il y a vraiment cette systémie du collectif qui se développe et qui est thérapeutique, où l'autre est toujours un miroir de nous-mêmes et nous permet en fait de reconnaître des choses que l'on joue à travers nos vies quelque part. Je crois à ça très fort. Je suis pas thérapeute moi-même, mais déjà quand j'ai eu l'explication de ce chercheur en neurosciences, je me suis dit ok, mais en fait c'est mathématique. Alors si on prend un groupe avec que des gens par exemple qui auraient une neurohormone dominante qui serait la même, est-ce que ça finit pas par exploser? Je sais pas, mais je pense que l'autre est miroir. J'ai même parfois l'impression qu'on joue tous les rôles en fait. Et que ce qui va m'agacer chez l'autre, c'est justement ce qui est difficile pour moi à regarder en face me concernant. Et ce qui va me toucher chez l'autre, c'est peut-être justement quelque chose que j'ai du mal, moi, à mettre en place. Donc quand on passe du temps dans un groupe avec cette conscience-là, définitivement, je pense qu'on peut grandir de ces échanges. Qu'est-ce qui te tenait à cœur, toi? C'était vraiment de montrer cet équilibre déjà de l'alchimie du féminin, masculin à l'intérieur de soi, et donc l'accueil de la vulnérabilité de l'homme, de sa sensibilité, du domaine du sensible? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis réalisatrice et nous sommes seulement 3% de femmes réalisatrices sur Terre. Donc il y a 97% des œuvres de fiction qui nous sont offertes au cinéma et sur nos écrans qui sont d'un point de vue masculin. J'avais déjà très envie de porter un regard féminin sur une bande d'hommes afin de montrer les hommes comme on les a à la maison. Puisque la plupart du temps, en fait, c'est un regard masculin qui détermine ce qui vient dans nos écrans et qui nous raconte le monde. Les fictions, c'est un peu à ça que ça sert. Eh bien, on continue à cultiver une image très patriarcale et de l'homme. Et le patriarcat pèse sur les épaules des femmes de manière absolument évidente, mais en fait, je me suis rendu compte au fil des ans qu'il pesait aussi énormément sur les épaules des hommes. Et j'avais envie de faire un film où on montre les hommes comme ils sont vraiment. Et nous, à la maison, heureusement, ils laissent tomber l'armure. Heureusement, avec nous, ils peuvent avoir des crises d'hystérie, partager leur fragilité, exprimer leur peur. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus de personnages comme ça au cinéma. Et encore... je revendique vraiment aujourd'hui je revendique vraiment aujourd'hui l'homme doux, en fait. L'homme doux, l'homme bon, l'homme sensible, l'homme fragile. Le film aurait pu s'appeler « L'homme est une femme comme les autres ». Il aurait pu s'appeler comme ça. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des interviews qu'on a faites avec Claire Barré, ma co-auteure et mon amie chérie. Ça a été passionnant parce que on a reçu à peu près 150 interviews. C'était des questions très très intimes posées de manière anonyme. Je pensais pas que les hommes pourraient se révéler s'ils étaient face à moi, en tout cas pas juste sur une heure d'entretien. Donc contrairement à Sous les jupes des filles, mon premier film où j'avais vu beaucoup de femmes et où j'avais confiance dans le fait qu'en une heure je pouvais vraiment avoir beaucoup de confidences et beaucoup d'échanges très profonds, là avec les hommes je me suis dit on attaque vraiment quelque chose de très 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 intime et donc je vais leur demander de répondre de manière anonyme. Ça a été le document le plus passionnant que j'ai lu de ma vie.
On avait à peu près 1000 pages, et au fil de ces pages, les profils différents, vraiment très très différents les uns des autres, apparaissaient, quoi, comme vraiment l'entité, puisque je n'avais pas de photo, je n'avais pas de nom. J'arrivais à sentir au fil des 2, 3, 4 pages sur lesquelles s'étalait leur interview, leur entité, qu'ils étaient. Donc déjà, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont surprise, étonnée. Plus j'étais surprise et plus j'étais étonnée, plus je prenais ces infos-là et je disais, ça, je le veux dans le film, puisque j'aurais jamais pensé que cette personne qui répondrait ça à telle question répondrait ça à celle-ci. Et en revanche, il y a eu un point commun sur ces 150 interviews, c'est que à la 44e question qui demandait « Qu'attendriez-vous d'un film qui parle des hommes ?», ils ont tous répondu la même chose. Ils ont tous dit qu'ils montrent que nous aussi on est sensibles, qu'ils montrent que nous aussi on a des peurs. Et il y en a un qui a dit qu'il montre que nous aussi on est des femmes. Et c'est vraiment là-dessus en fait qu'on s'est basé, Claire et moi. Au-delà, en fait, des choses qu'on a piochées à droite et à gauche dans ces interviews, parce qu'on a pioché dans ces interviews, puis on a pioché dans notre entourage. Parce qu'évidemment que moi, j'ai des fils, j'ai un mari, j'ai un frère, des très bons potes. Donc, on a été, et Claire pareil, on a été évidemment prendre des hommes de nos vies, en fait, plein d'éléments pour nourrir encore plus profondément nos personnages. Mais ce qui est sorti de ces interviews et qui a axé tout notre travail, c'était vraiment cette idée de montrer les hommes dans leur vulnérabilité. Est-ce que tu as le sentiment que, à travers ces interviews, et puis globalement en observant le monde, que les hommes ont plus de mal à savoir comment aujourd'hui interagir avec les femmes et avec le monde en général? C'est vrai que MeToo, entre-temps, est passé par là. Crise sanitaire qui a remis beaucoup de gens en question. Il y a une quête de sens qui est très forte aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi à travers ces portraits d'hommes? Alors, je te remercie beaucoup de me poser cette question, parce que la motivation de base de faire ce film, c'était de rappeler aux hommes, aux chouettes gars, qu'on les aime. Puisque c'est vrai que ce mouvement MeToo, essentiel, indispensable, libérateur, a jeté une ombre en fait sur la jante masculine, et beaucoup de personnes se sont senties jetées dans le même panier que les salauds en fait. Il y a des salauds, on le sait. Et merci mon Dieu, ce mouvement est né, puisque aujourd'hui moi-même, en tant qu'actrice, réalisatrice, femme qui travaille, et en plus dans un job où on est très très peu nombreuses, je sens la différence. Il y a des phrases qu'on ne se permet plus de me dire, des remarques qu'on ne se permet plus de me faire, des gestes qu'on ne se permet plus de faire, et merci mon Dieu, je me sens beaucoup mieux. En revanche, je passe devant un pote, c'est le printemps, j'ai mis une super jolie robe, et ce pote, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, me disait « Waouh, les canons ta robe !» Et aujourd'hui, il se tait. Il se tait, et je suis obligée de passer 3-4 fois, puis à un moment, je l'attrape par le col, et je lui dis « Mais et comment, elle n'est pas belle, ma robe? Dis-moi que ma robe est belle, s'il te plaît. » Oui, mais je sais pas si je peux, parce que maintenant, il y a carrément des formations. On ne peut plus, aux États-Unis, ça va jusque-là, on ne peut plus monter dans un ascenseur s'il y a une femme qui est seule. On ne peut plus dire telle ou telle chose. Et j'ai senti, bien évidemment, à travers les interviews, qu'il y avait on ne sait plus comment communiquer avec les femmes, on a peur. Et puis, beaucoup de mecs chouettes, justement, ils ont pris conscience de ce qu'on vivait, dont ils n'avaient pas conscience, puisque eux-mêmes n'auraient jamais fait n'aurait jamais fait ce qu'un salaud pourrait faire, ou même un centième de ce qu'un salaud pourrait faire. Donc, ils pensaient pas, ils savaient pas forcément, en fait. Et la parole s'est tellement libérée. Il y en a qui ont découvert, par exemple, que nous, les femmes, passer une certaine heure le soir, quand on marche seul, on a peur. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours un jeu de clés dans les mains, au cas où, pour me défendre. J'ai vu plein d'amis dire « Ah bon !» qui s'étaient pas rendus compte, parce qu'ils feraient pas de mal à une mouche, et parce que... Donc, il y a eu évidemment des empreintes de ça dans les interviews, mais c'est surtout dans mon entourage, là, pour le coup. C'est vraiment le changement de comportement de mes potes. C'est la jeunesse qui pousse. Moi, j'ai des adolescents à la maison.
Et je vois, est-ce que je dois lui demander, avant de l'embrasser, la mère d'un côté qui va dire oui, tu dois lui demander avant de l'embrasser, le père qui va dire mais enfin, et du coup, il y a plus de surprise alors. C'est beau, un premier baiser avec deux corps qui s'attirent et qui y vont. Mais aujourd'hui, l'adolescent, le jeune adulte, celui qui pousse dans ce monde où justement tous les codes sont en train de changer, se dit peut-être qu'elle veut pas. On est pétri de doutes quand on embrasse pour la première fois. Peut-être qu'elle veut pas. Peut-être que là, je vais faire un faux pas. Peut-être que je vais être hashtaguée et condamnée et jugée et jetée dans le même panier. Bon, ça, c'est les revers de ce qui est en train de se passer avec le mouvement MeToo. Et il en faut. Enfin, je veux dire, c'est mathématique, c'est comme ça. Pour beaucoup de choses positives qui avancent, il y a des choses à réajuster. Et j'avais très envie de faire ce film en hommage aux chouettes types, à tous ceux qui ne feraient pas de mal à une mouche, à tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui composent ma famille, qui composent la tienne, qui composent celle de plein de gens. Je crois qu'il y a une majorité d'hommes super, en fait. Et inversement, en tant que femme, est-ce qu'on s'autorise plus à parler aussi de certaines choses ? Les hommes s'autorisent moins à dire « Oh, t'as une belle robe », mais nous, inversement, on s'autorise plus à dire « Tiens, là, j'ai eu mes règles, etc. » Chose qu'on n'aurait pas forcément eu soit le besoin de verbaliser, alors que maintenant, ça vient plus naturellement. Moi, j'ai toujours fait partie de ces femmes qui parlaient très librement de tout. Des règles, d'accouchement, de sexualité, d'argent. J'aime bien mettre les pieds dans le plat. Très souvent, quand je me retrouve à des dîners un peu mondains, on est un dîner de cinéma, par exemple. Il y a plein de gens autour de la table. Alors peut-être certains j'en connais, mais pas tous. Je les connais de loin, mais pas vraiment. Et j'adore attaquer, et depuis toujours, avec des questions importantes. Est-ce que t'es heureux ? Est-ce que t'es amoureux ? Et ça va dans ton corps ? Tu manges bien ? Voilà. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, mais je sens, en effet, qu'il y a vraiment une libération de la parole pour la femme. De toute façon, la femme a une tendance, puisqu'on l'a autorisée à ça, à communiquer plus, à s'exprimer plus. Évidemment, c'est d'ordre très général ce que je dis. Évidemment, il y aura toujours des contre-exemples. Et puis, on a une nouvelle génération qui est quand même en train de bouger, d'hommes qui communiquent beaucoup plus, qui échangent avec ses potes. Mais on peut dire, en tout cas des hommes de ma génération, que un mec qui va à un rendez-vous avec une fille qui va pas très bien se passer, et puis aboutir sur rien, avoir peut-être même un ou deux moments de ridicule et tout, il va pas aller raconter ça à ses potes, alors que nous, quand on a une date qui se passe super mal, on va en profiter pour faire rire nos copines, ou pour partager, ou pour dire réconforte-moi, donne-moi la main, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'avais rendez-vous avec lui au cinéma, et là, il est arrivé avec une autre meuf. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, ça arrive à une de mes copines, on a pleuré de rire. Et on a inversé le truc, on s'est dit, ok, si c'était un mec, il y a de fortes chances que jamais il raconte cet épisode à ses copains. Donc, on n'est pas... mais c'est encore une fois du conditionnement. C'est encore un conditionnement sociétal. C'est encore ce patriarcat. L'homme, ça va. L'homme, il est costaud, il n'a pas de problème, il n'a pas le droit de se plaindre. Mon père était vraiment dans cet archétype. Ne t'attarde jamais avec un homme qui se plaint, il me disait. Alors, évidemment, on n'a pas envie de s'attarder avec des humains qui se plaignent, mais en revanche, pouvoir exprimer quelque chose qui ne va pas, même une douleur. J'ai vu mon père, mais d'ailleurs il en est mort, puisqu'il a été malade très longtemps, mais il voulait tellement pas se plaindre que quand il a vraiment fini par faire les examens, il a découvert qu'il était en phase terminale. Mais oui, c'était pas le déni. Il gardait ça pour lui. Et par exemple... on ne parle pas, il y a des tas de choses dont on ne parle pas quand on est un homme. Donc les hormones, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Or, les hormones, ça existe aussi chez les hommes. Et le moment si particulier que moi je trouve génial de la ménopause, j'insiste là-dessus parce que on a complètement dramatisé cette ménopause et les bouffées de chaleur et machin, alors que moi j'ai l'impression que c'est plutôt une époque, une nouvelle jeunesse. Il y a que 2 fois où nos hormones nous agitent comme ça, c'est la
l'adolescence et la ménopause, c'est comme une nouvelle ère qui se prépare, un changement. Et moi, personnellement, je trouve ça très excitant, même si de temps en temps, c'est un peu les montagnes russes. Je trouve ça très excitant. Mais par exemple, l'andropause, c'est la ménopause au masculin. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Et j'ai découvert que quand un homme ne va pas bien, il a 45-50 ans, 55 ans, il est exactement à ce moment où les hormones sont en train de changer, donc c'est perte des cheveux, prise de poids, saute d'humeur, etc. Eh bien, dans beaucoup de cas, j'espère que la nouvelle génération de médecins va changer. Comme on ne parle pas d'hormones, le médecin va conseiller à son patient de prendre des antidépresseurs. Alors que quand c'est une femme qui vient voir ce même médecin, on va tout de suite lui parler d'hormones, tout de suite l'inviter à aller faire un bilan hormonal. C'est vraiment, ça nous raconte en fait ce conditionnement. Et pour beaucoup, c'est inconscient. Oui, alors j'ai parlé effectivement de l'andropause dans un podcast avec le docteur Charrier. Il disait que le problème, entre guillemets, de l'andropause chez l'homme, c'est que contrairement à la femme, où elle est finalement sur une période assez ramassée, qui peut aller de 4 à 6, 7 ans, on va dire, chez l'homme, l'andropause peut être beaucoup plus longue, voire même sur 15 ans, par exemple. Donc c'est difficile d'identifier, c'est plus difficile en fait d'identifier un moment. En effet, c'est vrai que c'est pas... Je me suis beaucoup renseignée sur l'andropause, car les hommes me passionnent, et je me suis beaucoup renseignée sur l'andropause, et c'est vrai hein, que c'est beaucoup plus étalé, ça va être moins phénoménal, en fait. Néanmoins, quand quelqu'un est dans ces âges-là, ça vaut la peine de faire un bilan hormonal. Peut-être que ce ne sera pas aussi facilement détectable, mais ça vaut la peine de faire un bilan hormonal. Parce que si je te rassure en te disant, écoute, t'es en andropause, donc c'est tout à fait normal. Ta libido va être un peu chahutée, tu vas prendre un petit peu de bidon, tu vas perdre un peu tes cheveux. Donc en fait, comment tu te réadaptes, c'est pas la même chose que, écoutez, monsieur, je sais pas quoi vous dire, hein, moi je pense que ça va pas. Hein. Ouais, vous faites une grosse déprime. Tu vois, c'est vraiment là qu'on voit que c'est vissé en fait, c'est stéréotype, et que la communication n'est pas du tout aussi libérée, et surtout sur le corps pour les hommes que pour les femmes. Oui. Tu abordes aussi, je trouve, une autre question dans le film qui est celle du consentement à l'inverse et d'un regard de douceur aussi à la fois sur l'homme. On peut être un peu entre les deux. À un moment, cette coach qui pense être un homme au début et qui finalement est une femme, elle les accompagne. Elle pense pas être un homme, hein. C'est eux qui pensent que ça va être un homme. Oui, c'est eux qui pensent que effectivement c'est un groupe d'hommes. Et donc ils sont très surpris, voilà. Et puis dans une initiation, elle va comme ça vraiment avoir beaucoup de douceur vis-à-vis d'eux. On voit, elle sourit, elle leur chante, c'est presque des berceuses, comme si elle les berçait, elle les touche aussi. Et ça pose, je trouve, la question du consentement presque inversée. Absolument, et d'ailleurs Thierry Lhermitte, le personnage d'Hippolyte, va lui dire ça, vous voyez, moi ça me met très mal à l'aise, et si ça avait été moi qui vous faisais ça, j'aurais été accusée d'harcèlement. Alors évidemment qu'on s'amuse sur le consentement inversé, je pense que c'est moins vrai qu'il y a moins de femmes en fait qui vont abuser de situations avec des hommes que le contraire. C'est dans les statistiques, hein, on va pas se raconter d'histoire, et surtout je suis très préservée dans le film par le personnage de Marina Hans, dont on sent qu'elle est vraiment dans une espèce d'amour presque maternel. On n'a pas dans ce film une coach qui est à la baguette et qui va mater ses mecs. C'est le contraire. Elle n'est qu'amour. Elle est dans l'écoute, elle est dans la bienveillance. Et surtout, c'est quelqu'un qui soigne aussi avec les mains. C'est quelqu'un qui est très particulier. Elle s'est détournée de la médecine classique. On va comprendre qu'elle parle aux animaux. Et elle touche. Elle touche pour détendre. Elle touche pour apaiser. Maintenant, Thierry Lhermitte, Hippolyte, va faire cette remarque tout simplement parce qu'il est mal à l'aise, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être touché, parce que c'est compliqué pour lui que quelqu'un soit tactile avec lui. Et donc, il va sortir ça comme une arme, en disant, tu vois, si ça avait été moi, ça aurait pas été possible. Dans le sens inverse, ça aurait pas été possible. C'est vrai. Et il faut bien qu'il y ait des avantages à être femme, non ? C'est ça. Est-ce que ça invite aussi ce film à regarder le masculin à l'intérieur de chacune également ? Moi, je pense très fort que tout est équilibre. Et que, bien sûr, que biologiquement, quelqu'un qui naît femme, n'a pas la même biologie qu'un homme. Bien sûr qu'il y a des différences, mais il y a
tant de nuances déjà. Rien que on s'amusait avec une amie à se dire il y a des femmes plus proches de Chabal hormonalement que certains hommes. Voilà. Il y a tellement de nuances hormonales en fait. C'est vraiment pas blanc-noir, quoi, homme-femme. Et j'ai la sensation, un peu comme ces histoires de neurohormones et d'équilibre, si on en a une qui est trop dominante et qui va nous faire du tort, parce que ça a des avantages et ça a des inconvénients, comme tout excès, elle a besoin d'être contrebalancée par sa neurohormone opposée. J'ai la sensation qu'un être humain heureux est un être humain qui est en équilibre avec son féminin et son masculin. Et féminin et masculin, ça ne veut pas dire femme-homme. Ça veut vraiment dire féminin et masculin. Ouais, ce sont des polarités. Alors, ce sont des polarités. Après, ces polarités, moi, elles me posent question. Hein. On va dire que tout ce qui est carré, plus dur, c'est masculin. Tout ce qui est rond, plus doux, c'est féminin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, déjà ? Est-ce que ça ne participe pas au conditionnement justement de ce que c'est qu'être un homme ou ce que c'est qu'être une femme? Du coup, si on comprend qu'on n'est pas en train de parler de femme et homme, mais de féminin et de masculin, alors on peut être OK avec le fait que, voilà, tout est équilibre. Mais ça nous envoie vers la voie du taoïsme, et puis l'équilibre qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies, etc., qui est vraiment, non pas les opposés, mais les complémentaires, c'est-à-dire le yin et le yang, qui sont vraiment en alchimie d'une complémentarité et certainement pas d'une opposition. Et qui chacun porte un bout de l'autre en plus. C'est ça. Un bout de l'autre, parce que dans le yin, il y a un peu de yang, et dans le yang, il y a un peu de yin, et en plus, tout ça s'emboîte et se marie et forme un tout. Et donc, je pense en effet que pour être heureux, on doit embrasser son masculin et son féminin. Or, c'est beaucoup plus simple pour une femme d'embrasser son masculin. J'entends que si moi je suis un peu comme ça rentre dedans, que je me mets en jean, en basket, que j'ai un petit peu les jambes écartées, voilà, ça choquera personne. On se dira c'est une fille qui est un peu masculine, moins féminine peut-être qu'une autre, mais bon voilà, je choquerai personne. En revanche, un mec qui se met un peu de vernis, j'extrapole parce que là je donne des trucs très extérieurs, mais c'est pour donner une image, ou qui va décider de se mettre en jupe, ça va poser problème. Et donc, quand un homme, d'un seul coup, s'épanche davantage, pleure, par rapport, j'entends encore aujourd'hui dans la rue des mamans dire à leur fils « Ne pleure pas, t'es un garçon, tu ne pleures pas. T'es une fille ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça ?» J'entends encore ces phrases-là. Ouais. Mais c'est normal, parce que voilà, c'est des années et des années et des années de conditionnement. Et le travail commence maintenant. Le jour où on saura que c'est réglé, c'est le jour où les femmes auront pris leur place sur cette terre. Ce dont la terre a besoin, c'est-à-dire que l'homme a besoin de faire la paix avec son féminin et de l'accepter et de l'exprimer. La femme avec son masculin, et la terre a besoin que ces deux polarités soient en harmonie et à égalité. Puisque on voit bien que tous les postes à haute responsabilité sont tenus par des hommes en majeure partie. Il y a quelques femmes, mais les pauvres qui doivent jouer les mêmes codes, en fait, que les bonhommes, à qui on a appris d'être des bonhommes, de bien dominer, d'être les plus forts, etc. Et le résultat est catastrophique. Le résultat est catastrophique. Ben oui, la Terre va très mal. On est dans un dérèglement climatique hallucinant. On a l'impression qu'il n'y a que les citoyens qui veulent que les choses changent et que tout le monde continue à faire pareil. On est obligé de se rebeller, nous, peuple, et de créer des associations et des mouvements pour dire stop, s'il vous plaît, arrêtez. Nos enfants n'auront plus de planète. On est en train de détruire notre nature. Moi, je suis certaine que s'il y avait un équilibre du féminin chez ces hommes au pouvoir et plus de femmes au pouvoir, on serait dans une terre
beaucoup plus viable, respecté, aimé et honoré, oui, pour tous les cadeaux merveilleux qu'elle nous offre. Alors ce film, tu nous invites aussi à nous relier à la magie, à la spiritualité. C'est peut-être aussi ce qui permettrait d'en arriver là, c'est-à-dire qu'il y ait cet équilibre aussi à plus haut niveau, qu'il y ait des dirigeants féminins ou qui réfléchissent à ces histoires de conscience. Ça pose véritablement cette question de la quête de sens de l'humain, parce que finalement ces hommes au bord de la crise de nerfs, que ce soit conscient ou inconscient, ils cherchent du sens dans leur vie, une forme de magie. Ils cherchent à toucher l'invisible, même s'ils ne sont pas en fait profondément, pour certains, en lien avec ça. Est-ce que tu crois que des pratiques chamaniques ou initiatiques ont leur place dans la vie de l'homme aujourd'hui? C'est vrai qu'en ce moment, il y a tout un néo-chamanisme qui sont l'importation finalement d'autres cultures ou d'autres temps, qui ne sont pas forcément contemporains ou qui n'avaient pas lieu et place dans nos terres ici. Comment tu vois les choses, toi ? Alors, tu vois, nous, dans le film, avec Claire Barré, c'est vrai qu'on a mis pas mal de pratiques chamaniques. Et comme on a, en fait, des participants à ce stage qui n'y connaissent rien et qui trouvent ça trop bizarre, et c'est ce qui permet, en fait, de planter, en fait, des épreuves chamaniques, enfin, des pratiques chamaniques dans un film mainstream, dans un film dit populaire. On sort sur 350 copies, c'est une grosse comédie sortie par la Warner Bros. Donc moi je suis plutôt super contente de réussir à glisser en fait un peu de ça. Voilà, ce personnage principal qui parle aux animaux, c'est décalé pour beaucoup. Mais du coup, pour que ce soit digeste, pour que ça passe, pour que ça commence en fait à faire son travail, eh bien on a un personnage qui dit pardon, quoi, hein, vous parlez aux animaux, ah ouais, depuis quand les psychiatres ça parle aux animaux, et qui se demande mais qu'est-ce que je fous là, quoi, qu'est-ce que je fous là avec une nana qui me dit qu'elle parle aux animaux, qui tape sur un tambour et qui me parle d'amour, qui me donne de l'amour, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc non, c'est vraiment amusé de ces contrastes pour pouvoir mettre ces pratiques. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ne savent pas que ce sont des pratiques chamaniques. Il y a des gens qui pensent que nous avons tout inventé de toutes pièces. Je l'ai vu en faisant la tournée province. Je crois, moi, très fort, en fait, à une réconciliation de pratiques plus, très très ancestrales avec en fait les thérapies nouvelles. Je crois très fort à une rencontre en fait entre les deux, et je pense que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Il y a un chemin tout à fait indépendant du chamanisme qui est la méditation. La méditation, vraiment, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, ça booste le système immunitaire, ça fait gagner des années de vie, ça calme profondément, ça éveille la conscience. Moi, j'arrive à vivre, par exemple, en état de méditation, quasiment un état de transe qui m'emmène là où un tambour, dans une séance de tambour chamanique, pourrait m'amener. Donc, je pense que tous les chemins sont bons pour rentrer, en fait, dans ce champ quantique. Ce champ quantique qui, à mon sens, a toutes les réponses. Et quand on ferme les yeux et qu'on regarde, il se passe des choses absolument incroyables. Alors quand on n'est pas enclin, quand on n'est pas méditant, quand c'est pas notre truc, quand déjà se poser les yeux ouverts c'est compliqué, il faut des méthodes qui bousculent un peu plus. Mais en effet, ça devrait pas être réservé à une niche de gens, voilà, un peu perchés, etc. Ce serait merveilleux que ces pratiques par le corps soient de plus en plus partagées et de plus en plus pratiquées, puisque tout ce qui fait du bien à l'âme fait du bien à la terre tout entière, tout ce qui fait du bien au corps fait du bien à l'âme, et donc du bien à la terre tout entière. Et donc oui, je crois et j'aspire à un éveil des consciences, et je crois au pouvoir de la pensée positive, du rêve, du grand rêve.
Ouais, du récit collectif aussi. Puisque tu parles de ça et du chant quantique, évidemment, ça me fait penser à la théorie de Pierre Teilhard de Chardin, ce fameux brancardier, prêtre, paléontologue, et j'en passe, hein, tellement il était à la fois un homme spirituel, mais aussi un érudit, un grand scientifique, qui a développé ce concept de noosphère et qui avait cette théorie du point oméga, ce fameux point oméga, qui est le surnom de l'héroïne de Marina Hans de la Comédie Française, qui est dans ce rôle, avec ce surnom Oméga. Qu'est-ce qui t'a inspiré justement, Teilhard de Chardin, à toi, Audrey ? En fait, je peux pas être plus en accord avec cette notion de noosphère. C'est même pas un accord, c'est même pas que je crois à l'éveil des consciences collectifs, c'est que je sens, je le sens. Je le sens dans mes entrailles. Et c'est pour ça que j'ai de l'espoir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, franchement, je les regarde pas, les infos, mais si tu les regardes, les infos, il y a vraiment de quoi déprimer très très fort. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais pour avoir la foi ? J'y crois. Je crois en l'homme, je crois en l'éveil des consciences, je crois en l'énergie collective, et je pense qu'on est de plus en plus et qu'à un moment on va être juste assez pour que ça bascule. Oui, j'y crois très fort, et c'est pour ça que par exemple je me suis retrouvée, comme tout le monde, face aux infos terribles de cette annonce de guerre en Ukraine et des récits qu'on a aujourd'hui qui sont barbares et qui semblaient vraiment appartenir à une autre époque. Et non, c'est là et c'est aux portes, c'est à nos portes, c'est juste à quelques kilomètres. Et j'ai été à un moment saisie. Je suis très sensible à l'énergie collective, et donc je revenais d'une île où j'étais complètement en paix, et j'arrive à Paris et je suis obsédée par cette guerre. J'ai des images et des sensations, et je suis mal, en fait. Je suis mal de savoir qu'il y a cette horreur là, si proche. Évidemment, toutes ces morts, mais également tous ces viols et toutes ces maltraitances et tous ces enfants qui souffrent et tout. Enfin, c'est insoutenable, en fait. Et donc, j'ai été submergée par ces émotions négatives, plus que compréhensibles. Sans doute parce que j'étais entourée de plein de gens qui regardaient les infos, qu'il y avait cette histoire d'école qui avait été bombardée, qui a traumatisé tout le monde. Et je me suis dit, ok, comment je fais pour être utile ? Parce que là, en fait, je sais que à être désespérée et à me sentir mal, je ne suis pas en train de participer de manière positive à faire grimper l'énergie qu'on a absolument besoin de faire grimper, c'est-à-dire grimper l'énergie de l'amour, l'énergie de la compassion, l'énergie, pour moi, qui va sauver le monde. Et donc, je me suis dit, là, t'es à contre-courant, Audrey, de toutes tes croyances, et pourtant, t'es dominée par cette sensation. Donc, comment on fait pour participer au mieux, sachant que, bien sûr, je peux donner à des associations, je peux participer, tout ça, mais comment je fais sur un autre plan pour faire du bien ? Je me suis dit, j'aspire à la paix. J'aspire à la paix. Donc, si j'aspire à la paix, je dois vibrer la paix. Et donc, je me suis assise en tailleur et j'ai travaillé, en fait, à visualiser ce pays en guerre et à souffler de l'amour et de la paix. Et je me suis dit, quand j'ai commencé à me brancher, en fait, après quelques minutes de méditation qui m'ont permis d'atteindre, en fait, un calme et d'aller à cet endroit, je me suis sentie connectée à tous ceux qui étaient en train de faire pareil. Et puis, j'ai même soufflé de l'amour sur Poutine. Je me suis dit, j'espère que c'est pas choquant de dire quelque chose comme ça, mais à un moment, son visage est apparu. Alors, je crois que tu es la deuxième ou troisième dans Métamorphose à souffler de l'amour sur Poutine, je crois. C'est vrai. Tu vois, j'ai pas encore écouté tous tes podcasts et pourtant Dieu sait que il berce mon quotidien. Mais c'est génial parce qu'il y en a toujours de retard, il y en a toujours à écouter. Merci beaucoup, Anne, pour ça. Mais tu vois, c'est ce que je disais en fait juste avant. J'ai senti en fait quand j'ai commencé à me brancher à cette énergie que j'étais pas toute seule, et que là, moi, comme je ne suis pas dans un pays en guerre, comme j'ai à manger, comme j'ai à boire, comme j'ai la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête et en plus d'exercer
d'exercer un métier que j'aime et en plus d'être entourée de gens que j'aime, je n'ai pas le droit de sombrer. Et je dois, en fait, participer à faire grimper cette énergie. Et donc, à un moment, c'est vrai, le visage de Poutine est apparu et j'ai envoyé tout l'amour que je pouvais envoyer sur lui. Alors, on peut trouver ça ultra naïf, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, mais n'importe quoi, et c'est pas comme ça qu'on aide. Et ben moi je crois que si. Je crois que c'est comme ça qu'on aide et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Plutôt que de... Là, par exemple, avec cette crise sanitaire, on n'a fait que parler du coco. Moi, je dis même plus le mot. Du coco, partout. Et on a alimenté la peur et on a fait éclater les systèmes immunitaires de tout le monde parce que tout le monde avait si peur. Alors qu'en fait, peut-être qu'un des chemins, ça aurait été de parler de guérison, de parler de système immunitaire renforcé, reboosté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus en forme? Et surtout, n'oubliez pas de rire et manger des fruits et manger des légumes et parler de santé, pas de maladie. Parler de rescapés, pas de mort. Parler de... Tu vois, c'est vraiment... Je crois très fort à ça et je sais qu'on est une bande de plus en plus grandissante à croire à ça et que la noosphère, l'éveil des consciences collectives, c'est ça, c'est ce travail qui se fait où on va réussir par la pensée à créer le monde dont on rêve plutôt que de continuer à nourrir le cauchemar du monde dont on ne veut pas, dont on ne veut plus. Ce monde justement qui a si peur de la mort. Oui, d'ailleurs, ce que tu disais me fait penser à cette idée de s'ouvrir à l'inconnu, en même temps de laisser aussi émerger ce qui a besoin d'émerger. C'est vrai que dans ton film, ces hommes vont s'ouvrir à l'inconnu, parce que finalement, ils ne savent pas ce qui les attend pendant ce stage. C'est un peu le mystère, avec toutes les peurs qu'il y a derrière. Et cette crise Covid, Coco, comme tu dis, nous a obligés, en fait, à nous ouvrir aussi à l'inconnu. Et en ça, il y avait quelque chose de bon, puisque ça nous rappelle que notre vie est ô combien éphémère et que finalement on a beau planifier, faire des choses, on ne sait pas ce qui peut arriver à tout moment. Tout ça nous a remis un peu à notre juste place de petit homme, au final. Parce que l'homme se sent tout en haut de la pyramide et pense pouvoir tout contrôler, tout dominer. Mais non, en fait. On est le dernier, en fait. Il y a d'abord le règne minéral, puis végétal, puis animal, puis il y a nous. Et là, on n'est pas à notre juste place en tant qu'humanité. On a une sensation de supériorité qui n'a pas lieu d'être. On manque de révérence et de respect envers notre environnement sans lequel on ne peut pas vivre. Alors que tout ça fonctionne très très bien sans l'humain. Nous, sans le règne minéral, végétal et animal, il y a plus d'humain, il y a plus de vie possible. Ensuite, par rapport à ces notions d'inconnu, de ces termes de champ quantique, d'invisible, de travailler sur sa conscience, sur ses pensées, se rappeler que nous sommes une seule et même unité, que nous sommes les gouttes d'un même océan. En fait, il y a quelque chose qui est très parlant en termes d'exemple, que je suis sûre qui a déjà été utilisé sur tes podcasts, c'est que en matière pure, physique, l'humanité tout entière tient dans un grain de riz. On est fait de molécules et c'est une particule, une membrane, et entre les deux, c'est du vide. Personne ne me voit, mais je mets des guillemets autour du vide parce que ça n'est pas du vide, qu'on a prouvé que c'était pas du vide. Mais du coup, c'est de l'invisible. On est constitué à 99,99999% d'invisible. Et notre cerveau n'est capable de voir de la réalité avec un grand R qu'un seul %. Du coup, tout est invisible. Et pourtant, c'est un sujet qu'on doit aborder avec beaucoup de pincettes. Quand on parle d'énergie, quand on parle de conscience, de maîtriser ses pensées, de nourrir les pensées positives pour participer bien, de manière positive, à l'énergie planétaire. Alors qu'en fait, c'est logique. C'est logique puisque tout est énergie.
Il y a une autre protagoniste qui n'est pas invisible dans ton film, c'est la nature. Et comme tu le dis si bien, et je vous recommande vraiment, vous qui nous écoutez, d'aller voir ce film sur le plus grand écran possible, inimaginable. Parce que tu dis qu'en projetant des plans tournés en forêt, comme ça on envoie de la chlorophylle en fait au monde. Et là on parle de feel good, mais ça fait ô combien du bien, et de se retrouver vraiment dans le Vercors, dans cette nature sauvage, ce lien avec les animaux. Il y a une scène émouvante qui est cet échange de regards entre le groupe et un loup sauvage. Qu'est-ce que cette nature sauvage a à nous apprendre sur nous-mêmes en effet miroir, Audrey ? Tu vois, j'ai des frissons partout quand tu dis ça. Donc la nature est l'héroïne principale et la grande guérisseuse de ce film. Ce qu'il y a de vraiment très agréable pour moi, c'est que en faisant la tournée province et en regardant le film avec d'autres spectateurs qui le découvraient et en écoutant leur retour, je me suis rendu compte de combien cette nature sur grand écran faisait du bien. Alors, on le sait à Métamorphose, mais pas tout le monde ne le sait. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit pour de vrai. D'où l'importance des pensées. Et du coup, quand on est assis dans cette salle de cinéma et qu'on prend cette nature de manière encore plus grande, parce que par exemple, sur un écran de 25 mètres, la vache va faire 8 mètres. Quand on prend cette nature comme ça en pleine poire, c'est comme si on était avec eux dans le Vercors. Et la nature fait du bien. C'est prouvé aussi ça maintenant scientifiquement, que les arbres envoient des phéromones qui nous apaisent, que la simple vue d'un arbre, on a réussi à prouver ça, que la simple vue d'un arbre permet à un malade à l'hôpital de guérir plus vite que celui qui n'aura pas l'arbre par la fenêtre. Donc en effet, j'ai vraiment voulu donner une place centrale à la nature. Et puis, c'est aussi, en effet, une manière de lui donner la parole. Et moi, je me sens très, très liée, en fait, à la nature. Je pense qu'on l'est tous, plus ou moins. Mais moi, j'ai eu une espèce vraiment d'éveil des consciences, de grande bascule il y a une dizaine d'années, où j'ai commencé à sentir vraiment le règne végétal, à entendre les arbres. Je sais que ça fait rire beaucoup de gens dans ma famille, mais c'est la vérité. À les voir tous comme des entités uniques, étonnantes, alors que pour moi, c'était des arbres dans le jardin avant. Et cette nature a beaucoup de choses à nous dire. Cette nature, elle veut nous dire « laissez-moi la place ». Elle veut nous dire « respectez-moi ». Elle veut nous dire « dites merci parfois ». S'il vous plaît, exprimez un peu votre gratitude, parce que elle travaille sans relâche à nous faire du bien, sans relâche à nettoyer les sols, à nettoyer les airs, à nettoyer les eaux, à nous nourrir, à nous chauffer, à nous meubler. Et pourtant, on oublie de dire merci. On prend ça pour acquis, alors que ça ne l'est pas, et que la nature est en train de se rappeler à nous. Et pour tous ceux qui ne croient pas au dérèglement climatique, la nature va leur donner le dérèglement climatique pour qu'ils y croient, en fait, et qu'on la prenne en compte. On est un avec cette nature. On fait partie de cette nature. Nous sommes des enfants de la forêt. À la base, là où je suis, là où tu es, partout où tous les hommes sont, il y avait des arbres. On vient de la forêt. Nous sommes des enfants de la forêt. Et je pense très fort au livre Mère de Laurent Hugli, que j'ai découvert chez Mama Édition, qui a été pour moi comme si j'avais la Bible entre les mains, la Bible que j'attendais, celle qui pour moi nous racontait vraiment l'histoire du monde. Et c'est un dialogue qu'il a avec la forêt qui va vraiment s'incarner comme un personnage et parler. Et quand j'ai lu ce livre, j'en tremblais, j'en pleurais, j'en transpirais, puisque c'est exactement tout ce que j'avais l'impression que le vent me soufflait aux oreilles et me disait. Donc cette nature, ces animaux que je filme de si près, dont on voit toute la grâce, toute la beauté, toute la diversité, elle est là et elle regarde ces hommes et elle accompagne ces hommes. Alors au début, puisque ce sont de gros citadins qui sont jetés dans cette nature où il n'y a pas de réseau, où tous leurs repères vont exploser, elle est presque hostile, elle paraît presque hostile. D'ailleurs, on s'amusait avec les sons
au mixage, pour jouer quelque chose un peu comme ça de presque agressif, quoi, corps étranger. Hein. Et puis, petit à petit, elle fait son travail, et puis petit à petit, les oiseaux vont faire leur nid, en fait, et se retrouver, voilà, dans... de là où, enfin, ils vont se retrouver là où ils viennent, en fait, c'est-à-dire de la nature. Et s'y retrouver bien, en fait, comme on serait dans le ventre de sa maman, quoi. Parce que, au bout d'un jour ou deux, le téléphone, on s'en fout, et puis, on mange ce que la terre nous donne, puisqu'ils doivent manger ce que le potager donne, et basta. Et puis, les arbres fruitiers, et puis d'un seul coup, son transit s'apaise, et puis ses compulsions s'apaisent, et puis d'un seul coup, on est bien, en fait. Parce que cette nature, elle est merveilleuse. D'ailleurs, tu fais ce parallèle aussi, et je vois bien ton regard là-dessus, entre ces rapaces, ces aigles qui volent, et puis au sol, ces poules plus ou moins domestiquées. Et ce questionnement, s'il n'y allait pas de ma survie et que je devais tuer une poule moi-même pour me nourrir, est-ce que je le ferais finalement, hein? C'est vrai que l'alimentation carnée arrive tout près comme ça dans nos assiettes. Et là, la question l'aurait clairement posée comme ça. Ouais, en effet, on s'amuse beaucoup de ça dans le film, la consommation de la viande. Donc c'est pas que je suis contre les mangeurs de viande, pas du tout, et je suis quelqu'un de très respectueux, et je pense que chacun fait du mieux qu'il peut et va à son rythme, mais aujourd'hui c'est un enjeu écologique. Si nous baissons notre consommation de viande, voire si on l'arrêtait, on change énormément la donne pour les futures années, et donc pour nos enfants. Et à un moment, il y a des décisions à prendre, et celle de la viande, je trouve, est vraiment importante. Après, il y a toute une autre dimension qui est la conscience animale. Sommes-nous vraiment carnivores ? Serions-nous capables de tuer à main nue un animal? Moi, personnellement, je crois pas. Et d'ailleurs, quelqu'un qui défend le véganisme très très fort, dit de manière très juste, mettez en fait un petit lapin et une pomme devant un enfant de 2 ans affamé, il va pas sauter sur le lapin pour planter ses crocs dans son cou et boire son sang et manger sa chair. Non, son réflexe, ça va être de manger la pomme. Donc il y a une vraie question autour de ça, une vraie interrogation, plus pour que les gens en parlent et s'interrogent dessus que pour juger ou condamner les mangeurs de viande. D'ailleurs, on a encore plein de personnages dans le film qui sont des mangeurs de viande, qui veulent bouffer de la viande et qui vont revendiquer ce droit-là, parce que si t'as été nourri au barbecue avec ta bonne entrecôte et au poulet qui sort du four et tout ça, c'est dans tes mœurs, c'est comme ça, quoi. Et puis du coup, tu vas chercher ton fer là-dedans, tu vas chercher ta protéine là-dedans. Donc quand t'as besoin de fer et besoin de protéines, c'est l'entrecôte qui se présente à tes yeux. Moi, j'ai mangé les entrecôtes. J'ai eu une époque où je mangeais de la viande rouge. C'était il y a des années. Et quand j'ai arrêté, il y a 10-15 ans, de manger de la viande rouge, quand j'avais besoin de fer ou de protéines, c'était ça qui apparaissait devant mes yeux. Et puis je savais que dans les lentilles, il y avait ce qu'il fallait, donc je bouffais de la lentille, et puis à la fin du repas, j'avais plus envie du tout de viande rouge, et je me disais, mon Dieu, je suis contente de ne pas avoir cédé, parce que c'est vraiment pas terrible pour le système digestif. Rappelons quand même que nos intestins sont 2 à 7 fois plus longs que ceux des animaux carnivores, et que donc nous, on va mettre 2 semaines à digérer la viande rouge. Et je constate qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait plus du tout possible de manger cette viande-là. Je tomberais malade, en fait, et je serais pliée en 2 de douleur. C'est quand même intéressant de se dire ça. Mais au début, j'avais un manque, j'avais envie de ça. Et aujourd'hui, quand j'ai un besoin de protéines ou de fer, c'est d'autres aliments qui se présentent à moi. Ça va être le tofu, ça va être les lentilles. Voilà, c'est un changement d'habitude. Donc on peut pas jeter la pierre à ceux qui ont été habitués, ceux qui ont été élevés. Puis après, tout le monde n'a pas les mêmes besoins aussi. On n'est pas tout à fait égaux par rapport aux besoins. Mais quoi qu'il en soit, on est tous des citoyens de cette terre, et on a tous besoin de participer activement à préserver notre environnement pour les enfants que nous avons décidé de mettre au monde. Pour les générations futures. On arrive à la fin de ce podcast. Audrey Dana, on parlerait avec toi des heures. Mais moi, je parlerai avec toi des heures.
Merci infiniment pour ce film. Vraiment, allez le voir. Il est tant hilarant que profond, que touchant, émouvant, parfois caricatural aussi pour nous faire rire. Cette scène justement culte où on voit Thierry Lhermitte qui court après cette pauvre boule. Voilà. Mais une mention aussi spéciale pour la bande-son, on n'en a pas parlé, et puis du chant qu'il y a aussi dans ce film, mais ça vous le découvrirez. Allez, comme ça on vous laisse pas mal de surprises. Mais Yael Naïm a énormément participé. En effet, Yael Naïm et son mari David Donatien, qui est un arrangeur extraordinaire, et ils ont créé en fait toutes les chansons, beaucoup des chansons qui se passent pendant le stage, et puis d'autres surprises, Mathieu Chédid qui a réarrangé La Bonne Étoile pour l'introduction parisienne. C'est ça, voilà. Et voilà, on a vraiment une très belle collaboration musicale, et la musique est essentielle pour moi. Je vous assure, c'est 80% du film. C'est ça. Alors merci infiniment. Je rappelle que tu es la réalisatrice de ce film Homme au bord de la crise de nerfs, qui a été coécrit avec Claire Barré, qui est produit par Curiosa Film, on l'a dit au début, qui sort sur nos écrans. Allez au cinéma, il faut retourner au cinéma le 25 mai 2022. Et ô combien c'est important de soutenir un film tout au début, parce que ce sont les premières semaines qui comptent. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir ce film. Merci encore infiniment Audrey Dana, à très bientôt. Merci Anne, bisous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.